sinueux, elliptique, ponctué d'interruptions, de jeux de langage, d'insistance sur la division du sujet, la primauté de l'autre, la métonymie sans fin du désir, l'emprise aliénante du miroir et le manque fondamental qui structure l'être. Le ton motivant et affirmatif de l'original est subverti en quelque chose de plus énigmatique, provocateur et dialectique, jamais tout à fait rassurant, toujours pointant vers l'impossibilité au cœur du sujet. Les références à Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre de la résilience, sont remplacées par la logique lacanienne propre au sujet, confronté au réel à travers les échecs du symbolique, sans pour autant invoquer la résilience comme un triomphe positif. Bon retour parmi nous, la famille, ou plutôt, ne soyons pas trop prompts à ce « retour ». Imaginez, si l'on peut encore imaginer, à notre époque où l'image précède le regard, vous vous retrouvez seul. Non pas exilé par un décret extérieur, non, mais par un choix qui n'est jamais tout à fait le vôtre, puisque le choix lui-même est déjà inscrit dans le discours de l'autre. Le monde s'éloigne, le bavardage des signifiants s'estompe, et dans ce soi-disant silence, qu'est-ce qui émerge? Une force? Une lumière? Voyons. Ce qui émerge, c'est le manque même qui vous constitue comme sujet. Non pas un trésor caché, non pas une force intérieure attendant patiemment comme un bon petit égo, mais la rencontre vertigineuse avec le fait que vous êtes exclu, sujet, scindé dès le départ. Cette solitude que vous appelez « choisie », choisie par qui? Par l'ego qui s'imagine maître chez lui? Non, c'est le moment où l'imaginaire vacille, où l'éclat spéculaire du théâtre du miroir révèle sa supercherie. Le corps que vous preniez pour un tout était déjà fragmenté, étranger, orthopédique. Se retirer volontairement, c'est suspendre, un instant, l'exigence perpétuelle du désir de l'autre. À notre époque hyperconnectée, où le grand autre nous bombarde de notifications de petits objets, promettant l'achèvement, la décision de se déconnecter n'est pas l'autonomie. L'autonomie est un fantasme de l'ego. C'est plutôt une mise entre parenthèses temporaire de la chaîne symbolique, une pause où le désir, cette métonymie glissant éternellement le long de la chaîne signifiante, se retourne sur lui-même et se confronte au néant qu'il cherche. Le désir ne se porte pas sur telle ou telle personne, ni sur telle ou telle validation. Le désir est le désir de l'autre, et lorsque vous choisissez la solitude, vous tentez de court-circuiter cette dialectique. Vous dites « Je n'ai plus besoin du regard de l'autre pour soutenir mon image ». Mais attention, l'autre ne disparaît pas si facilement. Il revient dans le réel, dans ce vide même qui hurle dans le silence. Le vide hurle non pas parce que vous êtes seul, mais parce que le sujet est manque à accent gravêtre. Ce que vous prenez pour lumière intérieure est l'éclat de l'impossible, le réel qui résiste absolument à la symbolisation. Considérons celle qui, après une rupture, une coupure dans le tissu symbolique, s'abstient de se précipiter vers un autre objet de désir. Au lieu de cela, elle s'installe dans la solitude. D'abord, le malaise, le corps sans l'image de l'autre pour le refléter, le moi déstabilisé. Puis, lentement, l'émergence de quoi? Non pas une validation triomphante de soi-même, non. Plutôt, la reconnaissance que la validation a toujours été illusoire, que l'autre n'a jamais eu le phallus à donner. Elle lit, elle marche, elle médite activités qui sont elles-mêmes des signifiants, mais dans les interstices, le manque persiste. Elle n'attend plus que l'autre ratifie son être. Pourtant, cette validation de soi est elle-même un leurre. Le sujet ne peut se valider sans recourir au langage, et le langage est l'autre. Cette prétendue autonomie ne rejette pas le lien social, elle le restructure. Quand on entre en relation non plus par besoin, demande, mais par désir, on donne sans attendre l'impossible retour car l'autre est castré, incomplet. On reçoit sans l'illusion de la plénitude. La solitude, choisie, force à la confrontation avec les dépendances fondamentales, les fils invisibles qui lient le sujet à la jouissance de l'autre. Les couper? On découvre non pas la liberté pure et simple, mais la terreur exaltante du réel. Prenons l'exemple du jeune cadre, submergé par les exigences du bureau et l'injonction de l'autre à performer, à être reconnu. Il se réfugie à la montagne, sans téléphone, sans programme. Seul avec ses pensées? Non, seul avec le discours qui l'a toujours habité. Suis-je heureux dans ce travail? Pourquoi cette peur du jugement? Ces questions ne sont pas des réponses qui attendent d'éclore. Elles sont les symptômes de l'aliénation du sujet dans le signifiant. Il revient transformé non pas plus fort au sens psychologique du moi, mais marqué par la sortie d'un fantasme.
Il peut désormais poser des limites, non pas grâce à une plénitude retrouvée, mais parce qu'il a entrevu que l'exigence de l'autre est elle-même insuffisante. Mais du courage, dites-vous? Oui, il en faut non pas pour embrasser la solitude comme un bain chaud de découverte de soi, mais pour endurer l'angoisse qui nous saisit lorsque le sujet effleure la frontière du réel. La vulnérabilité n'est pas le chemin de l'autonomie, elle est la condition structurelle de l'être qui parle. Dans la solitude, on accepte d'être seul avec le sujet divisé, de réguler ses affects sans le voile du regard de l'autre. Joie? Paix? Elles ne proviennent pas de l'intérieur comme d'une essence, mais comme les effets de la traversée de l'illusion que la plénitude ait jamais été possible. Et l'empathie? Ah, lorsqu'on est libéré de ses propres chaînes, les chaînes de l'exigence, on perçoit plus clairement le manque de l'autre. On devient moins un fardeau, peut-être, mais jamais un pilier. Le pilier est illusoire. Au cours de mes années d'observation du discours analytique, j'ai vu des sujets renaître ainsi non par résilience, mais par l'acceptation de leur propre division. La veuve qui choisit la solitude plutôt que les présences superficielles explore des passions oubliées, la peinture, l'écriture. Son rayonnement attire-t-il des relations authentiques? Peut-être. Mais seulement parce qu'elle ne cherche plus chez l'autre la plénitude qui lui fait défaut. La force dont vous parlez n'est pas innée, elle se forge dans la dialectique du manque. La solitude volontaire n'allume aucune flamme intérieure, elle révèle le manque qui a toujours été là. Comme un muscle? Non. Comme le retour incessant de la lettre qui arrive toujours à destination, c'est-à-dire nulle part ailleurs que là où se trouve le manque. Ainsi, famille, si tant est qu'on puisse encore parler de famille à l'ère du sujet censé savoir, nous poursuivons notre chemin. Cette solitude n'autonomise pas seulement, elle ouvre la porte aux ressources cachées que dissimule l'agitation des signifiants. Lorsqu'on est véritablement seul, sans vibration, sans urgence, le cerveau, privé de repères extérieurs, se tourne vers l'intérieur. Mais vers quoi? Vers l'inconscient structuré comme un langage, vers la chaîne qui ne se referme jamais tout à fait. La solitude subie arrive avec contrainte. La solitude choisie l'anticipe, invite le réel. L'humain est un animal du lien, certes mais aussi capable, dans des moments décisifs, de suspendre ce lien pour se confronter au réservoir de quoi? Non pas au courage, à la créativité, à la tendresse comme qualité positive. Non, au manque qui les anime toutes. Un patient, appelons-le Marc, épuisé, constamment entouré, choisit des mois de solitude relative. Pas d'internet, peu de contact. D'abord, le vide, l'inutilité. Puis l'écriture non pas des courriers professionnels, mais pour lui-même, des poèmes, des souvenirs, l'enfance revisitée. Il découvre une sensibilité masquée par l'image du manager, une rage enfouie, des larmes séchées depuis longtemps. Ce ne sont pas des trésors remontés des profondeurs. Ce sont des signifiants qui remontent à la surface là où le discours de l'autre les avait jadis noyés. Il revient non pas en moine, mais en sujet qui a entrevu son manque, précisément lorsqu'il avait tout. Tu portes en toi de tels manques, étouffés par le bruit du monde. Une capacité d'émerveillement, une intuition censurée par la peur du jugement d'autrui. La solitude choisie est l'invitation à rencontrer la personne la plus importante de ta vie, le sujet interdit que tu es. Et plus encore, elle transforme l'isolement en un espace de réflexion et en ce que l'on pourrait appeler, avec prudence, une forme de guérison et non pas l'effacement des blessures, mais leur traversée dans le symbolique. À notre époque de vitesse, où l'angoisse se noie sous une avalanche de signifiants, rares sont ceux qui osent s'arrêter. La solitude choisie est précisément cet arrêt. S'asseoir avec ce que l'on ressent, sans le noyer. Les pensées s'expriment timidement d'abord, puis avec insistance exhumant des strates enfouies. Blessures d'enfance, rage inexprimée, rêve abandonné. La seconde naissance n'est pas la résilience en tant que telle, mais la reconstruction active, où sans le regard de l'autre, sans le besoin de jouer un rôle, on se regarde avec honnêteté, avec des larmes en touchant ses cicatrices. Claire, la forte, après son divorce, choisit la solitude au bord de la mer. Elle écrit, d'abord des reproches, puis des excuses à la petite fille oubliée en elle. Des larmes de libération. Elle se pardonne, se comprend et nul autre n'aurait pu accomplir ce travail. Elle revient plus douce, plus forte, plus authentique. La guérison dans la solitude choisie n'efface pas la douleur. Elle lui donne une place dans la chaîne signifiante. Le « pourquoi moi ?» devient « qu'est-ce que cela m'apprend ?» met seulement en face à face avec le manque.
Si une peur vous saisit, ne la poursuivez pas immédiatement. Choisissez un moment de solitude volontaire. Asseyez-vous avec elle. Écoutez-la. Ce n'est pas un ennemi, mais le professeur le plus exigeant. En l'affrontant, dans le silence que vous vous imposez, vous forgez quelque chose que nul autre ne peut vous ravir. Et à la limite, lorsqu'on persiste suffisamment longtemps, qu'on surmonte ses peurs, qu'on accueille ses blessures, une force surgit non sociale, non mesurable en affinité mais souveraine. Je suis suffisant, seul. L'identité ne se construit plus sur le reflet de l'autre, mais sur la conscience du manque. On aime sans condition, sans performance. Vous n'êtes pas fait pour dépendre, vous êtes fait pour désirer et le désir est sans fin. Le rayonnement commence lorsque vous choisissez courageusement d'affronter la solitude qui vous a toujours structuré. La famille, ou ce qu'il en reste, ne fut pas ces moments. Entrez. Non pour punir, non pour isoler, mais pour toucher ce qui a toujours manqué. Les ressources ne sont pas des trésors, elles sont l'insistance du réel. Et si ce cheminement vous parle, agissez. Un carnet, une promenade, un coin tranquille. Commencez, imparfaitement. Si vous souhaitez poursuivre, abonnez-vous, activez les notifications, commentez. Aujourd'hui, je choisis mon manque. Mais souvenez-vous, vous ne devenez pas entier. Vous assumez votre part de division.